Yo tout le monde, aujourd'hui je reçois Mathieu qui a fait l'acquisition du site Les Makers il y a quelques semaines, je crois que c'est très récent, pour une somme de 6 chiffres. On ne rentrera pas forcément dans les détails, mais on va parler reprise d'entreprise, stratégie d'analyse, c'est quoi les stratégies pour rentabiliser un projet comme celui-ci. Et voilà, un sujet très intéressant et je pense qu'il pourrait... euh, enfin, on est tous à ton écoute. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire pourquoi tu as souhaité racheter le site Les Makers? Yes, merci beaucoup Romain pour l'invitation. Effectivement, thématique super intéressante. Je trouve qu'on parle pas beaucoup de reprise d'entreprise dans l'entrepreneuriat et dans le business en ligne. On n'a pas trop l'habitude, on est plus sur de la création souvent. Et donc peut-être qu'on va pouvoir donner un petit peu l'envie à certains de faire ça. Donc moi, donc Mathieu Verne, je suis dans le référencement depuis maintenant 16 ans, 17 ans à titre professionnel en tant que consultant en référencement. Mais ça fait depuis 25 ans que je suis tombé dans la marmite du SEO. Et j'ai accompagné plein de clients dans ce parcours-là. Et l'un d'entre eux est parti à la retraite. Et je m'intéressais à la reprise d'entreprise à ce moment-là. Et lui a eu un passé dans une boîte où il faisait des fusions-acquisitions. Donc je lui ai demandé un petit peu comment ça se passait pour connaître les deals qui se vendent, etc. Parce que généralement, on l'affiche pas en grand sur l'aventure de la boutique à vendre. C'est pas quelque chose qu'on montre trop à ses clients, etc. Donc c'est un peu un monde caché, ce monde-là. Et donc, c'est drôle parce qu'en lui posant la question de comment repérer les bonnes opportunités, il me dit, ça fait 15 jours que j'ai mis en vente la société. Et donc, moi, il m'en avait pas parlé alors que c'était devenu un ami, hein, ça fait 10 ans qu'on bossait ensemble. Et il se trouve que j'ai racheté sa boîte. Donc ça, c'était ma première expérience de reprise d'entreprise avant de parler des makers. Mais on verra que ça a l'importance pour savoir étudier un projet, etc., que ça se fait pas au pif. Et donc, j'ai racheté une boîte de défibrillateurs. Donc, revente de défibrillateurs, maintenance, avec des salariés, des bureaux, intervention dans toute la France. Ah Donc, quelque oui, chose assez d'éloigné ah, du business en ligne, tu vois, il y, vraiment très, très il différent. y avait tout le package, c'était pas juste un site. Il y avait tout le package. Ouais, ouais, non, c'était vraiment une boîte. J'ai racheté vraiment une boîte très complète. Et du coup, c'est intéressant parce que j'ai fait des erreurs et j'ai essayé de pas reconduire les erreurs sur les makers. Parce que la grosse différence qu'il y avait entre défibrillateur center, pour ceux qui ont besoin d'un défibrillateur, vous allez pouvoir aller vous finir là-bas. Euh, et les makers, c'est qu'il y en a un où je maîtrise quand même mieux le sujet. Le business en ligne, je vais plus facilement voir les trucs à vérifier, etc. que dans les défibrillateurs. En fait, je me suis pas fait avoir, mais je me suis fait avoir entre guillemets sur des détails dans la vérification. On parle de due diligence, c'est quand on s'intéresse à un projet, c'est qu'on l'étudie en fait sous tous ses angles. Sauf que quand on n'a pas la connaissance du métier qui est fait derrière, il y a des trucs qu'on n'étudie pas. Typiquement, pour les défibrillateurs, ça peut être, tu as des défibrillateurs en location, comment ça impacte ton EBITDA, enfin tes revenus dans ton chiffre d'affaires. Est-ce que c'est du chiffre d'affaires qui va être fait juste cette année alors que normalement ça aurait dû être étalé sur 5 ans? Et du coup, comment tu retravailles ça pour connaître la réelle rentabilité d'une entreprise? Et donc, quand tu connais pas ces trucs-là, des trucs très très spécifiques à un métier, tu peux pas l'étudier en fait. Et c'est pas le vendeur qui va te le dire généralement. Donc, c'est intéressant de le faire avec quelqu'un que je connaissais parce qu'il y avait quand même la confiance justement, malgré le manque de connaissance de la thématique. Mais pour les makers, j'avais plus de connaissances, donc ça s'est passé beaucoup plus facilement, j'ai envie de dire. Ouais, et en plus, moins de staff, moins de... Enfin, je pense que l'enjeu est différent, j'imagine, en termes de Ouais, gestion, ou faire un site, faire du contenu, monétiser un contenu en affi ou avec son propre produit. C'est un truc que tu maîtrises, que tu fais depuis des années et des années, par rapport à effectivement une activité totalement différente. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la première vidéo. Pour moi, le meilleur rédacteur, pour parler de rédaction vu que tu es là, le meilleur rédacteur, c'est celui qui maîtrise sa thématique, hormis ses skills de rédaction. Et potentiellement, le meilleur acheteur, c'est celui qui maîtrise son environnement également. Donc ça peut être... ouais, c'est pas mal. Ok. Et globalement, bah voilà, si tu souhaites continuer, pourquoi tu as racheté les ouais. makers, ton analyse, etc. Bah écoute, déjà, ouais, les makers, je suis tombé dessus sur, tu parlais de Kevin Jourdan, sur Dotmarket. Donc, bonne plateforme pour identifier des business à vendre sur tout ce qui est business en ligne, en tout cas. Donc voilà. Et en fait, déjà, quand j'ai lu le descriptif, dans un coin de ma tête, je me doutais que c'était les makers, parce qu'au début, t'as pas accès à l'URL, tu as accès juste à quelque chose qui présente le site sans te donner les détails. Et il faut montrer patte blanche sur des montants comme ça, avec des preuves que tu es capable de financer, etc., pour qu'on te donne toutes les infos. Donc, première étape, ça a été vraiment de faire ça. Et donc, ça m'a confirmé que c'était bien les makers. Et en fait, ce qui m'a plu, moi, directement, c'est que j'ai pu voir très vite qu'il y avait beaucoup de choses à développer, ou même pas à développer, qui étaient déjà existantes, qui pouvaient s'intégrer très bien avec ma boîte, c'est Référent SEO, où je fais déjà un peu de prestation de service, il me reste quelques clients, où je fais déjà de la formation, et où finalement, je voulais amener un pan de plus pour sécuriser, enfin, diversifier finalement l'entreprise. Donc c'était ça ma recherche. Je voulais faire de l'affiliation déjà, je voulais le développer ce pan-là. J'en ai fait un petit peu, mais jamais très sérieusement en business principal avec des gros montants.
Et je voulais vraiment lancer quelque chose de plus massif. Mais quand on lance, ça prend du temps. Donc, je me dis, finalement, là, j'ai eu l'opportunité de prendre un business qui tourne déjà, qui génère déjà des revenus sympathiques. Et donc, bah, ça te fait gagner au moins 2-3 ans de développement à le faire toi-même. Donc vraiment, l'élément principal qui m'a intéressé, c'était ça. Et c'était vraiment dans la vision que j'avais déjà. C'est-à-dire que c'est pas en voyant le site dans le listing que je me suis dit, ah tiens, ça serait cool de développer ça. C'est que ça faisait partie de mon plan déjà de base. Parce que bah, j'ai référent CO, j'ai l'autre entreprise de défibrillateur, il faut choisir les projets et les priorités. Quoi. Au bout d'un moment, il y a plein de choses intéressantes, tu peux pas te lancer là-dessus. Donc la première chose, c'est, et d'ailleurs Dotmarket a plein de contenu là-dessus, c'est ta thèse d'investissement, je crois qu'il appelle ça, c'est de savoir en fait ce que tu veux pas. Parce que tu peux pas te lancer sur tous les projets et y mettre suffisamment d'énergie. Donc, ça correspondait vraiment à mon plan et ça cochait pas mal de cases. Donc après, ben, j'ai étudié ça plus en profondeur pour voir s'il y avait d'autres effets de levier intéressants. Et c'est ce qu'on appelle donc là la due diligence, où tu regardes ben, les points positifs et les points négatifs. Alors, il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi des points négatifs, hein, donc il faut les étudier et voir finalement, est-ce que ton risque et ton rendement, c'est le risque-rendement, c'est est-ce que ton risque et ton rendement valent le coup. Est-ce que tu es capable de prendre ce niveau de risque pour espérer ce type de rendement. Et c'est là où le mindset est aussi important, c'est est-ce que tu es prêt à perdre de l'argent? Parce que tu sais pas si le projet va bien se passer. Tu peux très bien racheter et le mois que tu rachètes, tout s'écroule, tu vois. T'en sais rien, t'as aucune garantie par rapport à ça. Donc tu as quand même un risque. Heureusement qu'il y a la base mail. On pourra en parler Ouais, après. voilà. Mais voilà, c'est ça. Et ça, c'est des choses qui rassurent en fait. C'est quels sont les éléments, et c'est ce qui m'a plu dans les makers, c'est que c'était pas juste un site d'affiliation, C'est un beau c'était une projet. communauté en fait. Beau Ouais, projet, ouais, c'est un beau base projet. mail, YouTube, compte Twitter, Ouais. brand. C'est complet. C'est hyper complet. Podcast, ouais, ouais, complètement. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu, et c'est le côté quali. Quand tu parles des makers, déjà avant, tu savais que c'était fait avec qualité. C'est pas juste un truc, un MFA de merde qui a bien marché et puis C'est on le ça. revend parce qu'il est arrivé à son pic. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui cherchait à être construit derrière. Et Florian, l'ancien dirigeant, lui, avait plus forcément l'envie, le temps, l'espace pour le développer parce qu'il est plus sur des projets en anglais, etc. Donc pour lui, c'était le bon moment aussi d'identifier qu'il fallait le vendre. Euh, donc c'est pas facile non plus à identifier en tant que vendeur. Et donc, ouais, la due diligence, elle a porté sur bah, justement quel est le risque, parce que bah, le SEO, c'est quand même un pilier de trafic principal. Et il se trouve que comme beaucoup de sites dans la thématique du web marketing, il y a eu une chute en août 2024 au niveau du trafic, mais qui n'a pas impacté les revenus. Mais c'est quand même toujours chaud. Tu vois, quand tu achètes un site et que tu te dis, il a atteint son pic de trafic, le revenu, lui, ne baisse pas, mais est-ce qu'il va pas commencer à baisser en fait? Et est-ce que tu rachètes pas un truc qui se casse la gueule? Parce que très souvent, c'est ça, hein, un site qui commence à baisser, bah, il continue sa baisse, hein, et finalement, tu l'abandonnes et tu en relances un autre quand tu es éditeur de site. Mais là, c'était pas l'approche, et moi, c'est pas mon idée non plus de continuer. N'empêche que ça représente quand même un risque important, parce que le SEO, c'est quand même un pilier où tu as envie que ça se porte bien. Donc, ton analyse, tu l'as fait, et quand tu vois qu'il y a un risque, bah, tu essayes de négocier le prix. Parce que bah, le vendeur en va un prix au départ, et le prix de vente, c'est rarement le même prix que ce que vend le vendeur au départ. Donc, il y a des ajustements qui se font, et c'est est-ce qu'on trouve un deal équitable entre ce que veut le vendeur et ce que veut l'acheteur. Donc, nous, c'est ce qu'on a trouvé. Et donc, à côté de ça, il y avait aussi un pan qui était pratique pour moi, c'est que je vends des formations en rédaction web SEO, et les makers, c'est un comparatif de formation. Donc, bah, c'est un moyen pour moi de mettre en avant ma formation, même si c'était pas l'élément principal que je cherchais en rachetant ce média. Mais c'est des petits trucs qui peuvent tout de suite activer quand même pas mal de revenus assez facilement, en fait, sans avoir à développer d'autres choses. Donc ce côté, pouvoir monétiser, enfin rendre plus visible mes formations, avec notamment la base email qui est assez importante. Il y a 28 000, 27 000 personnes là dans la base email aujourd'hui. Donc ça a une valeur aussi, hein. Ça a une valeur. Il y a ben, la chaîne YouTube, il y a des choses ben, comme on a amené à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est étendre son réseau aussi, tu vois, c'est le côté humain qui est pas valorisable, tu peux pas mettre un montant dessus. Combien vaut le temps qu'on passe ensemble, Romain, et Les ensemble, connexions, ouais. c'est Complètement, ouais. potentiellement des millions. On peut tout faire ensemble. Ah ouais, c'est vrai. Ça se trouve, dans 5 ans, on fera un projet ensemble et Totalement. ça fera 10 millions et enfin, on n'en sait rien, tu vois. Et il suffit que ça se passe une fois sur 100. Donc il y avait ça. Et l'autre élément, c'est que ben, j'étais déjà structuré pour pouvoir gérer ce média très facilement, en fait. Parce qu'il y a une équipe en place avec Ghostwriter sur X, YouTube et des rédacteurs web. Ben, des rédacteurs web, je sais les gérer. J'ai déjà une personne qui m'aide à faire l'opérationnel sur référent SEO qui peut gérer cette équipe-là. Donc moi, en tant que dirigeant, j'ai pas forcément besoin de trop mettre les mains dans le cambouis dans la partie opérationnelle parce que j'ai pas le temps. Donc je le reprends d'un point de vue stratégique pour savoir où l'amener et je remets les process en place pour que ça corresponde à ce qu'on sait faire. Je structure pour que derrière, ça puisse décoller et qu'on mette les bonnes actions en place pour avoir les bons résultats, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on essaye. Ouais, c'est ce que je vais te demander si tu avais gardé la team ou si tu avais nettoyé en mode Elon Musk. Enfin,
à plus petite échelle. Mais ok, toi, tu as fait un mix où tu as potentiellement gardé Quentin ou peut-être d'autres gens, ou voilà, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais qui travaillaient déjà dessus. Et aussi ajouter, bah, bien sûr, ta touche, donc ton expérience, mais peut-être aussi des ressources, donc du staff avec qui tu bossais déjà dans tes projets que tu as intégré potentiellement dans les makers. Ouais, c'est ça, on a gardé tout le monde en fait. Alors Quentin et Florian qui étaient les alors Quentin, c'était pas le fondateur, mais il était associé, enfin je sais pas quel est le bon terme, Ouais, mais l'exécutant, c'était ouais. l'équipe dirigeante, on va dire. Donc eux 2 bah, sont partis vu que c'est plus, leur boîte. Mais donc Quentin n'est plus dans les makers, par choix aussi, hein. Je pense que lui aussi voulait passer à d'autres, sujets et cetera. Mais après j'ai gardé tout le reste de l'équipe et moi j'ai Morgane de mon côté, qui fait un peu le même boulot que Quentin, on va dire, qui est l'intégratrice. Moi, je suis un peu comme Florian, le visionnaire, le stratège, etc. Et Morgane qui va être là à vérifier que tout se passe bien au quotidien. Donc là, elle est sur un gros lancement sur référent SEO. Donc pour l'instant, c'est moi sur l'opérationnel pendant 2-3 mois. Mais j'aime bien, tu vois, prendre un nouveau projet. J'aime bien ce côté de nouveauté. C'est moi qui mets les mains dedans pendant 3 mois, 6 mois, histoire de bien comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur, de pouvoir optimiser, de pouvoir faire en sorte que ça roule. Et après, de confier les rênes à quelqu'un. Ça me va bien comme façon de faire. Ouais. Franchement, après, je suis biaisé parce que moi aussi, bah, tout comme toi, je suis dans l'écosystème depuis des années. Bon, j'ai une idée du prix, on n'en parlera pas forcément dans cette vidéo parce que c'est confidentiel. Mais je sais que si j'étais amené à... bah, du coup, tu l'as fait, je pense qu'il y a eu plusieurs propositions. Je pense qu'il y avait des gens comme toi qui voulaient racheter le projet et en faire des bonnes choses. D'autres personnes qui étaient peut-être plus chauds à en racheter, à faire des trucs un peu plus crades. Parce que nous, en affiliation, il y a du truc propre, mais il y a du truc plus crade. Donc je pense qu'effectivement, Florian devait faire attention à qui il devait reprendre, parce que ça reste sa marque. Quand tu vois les makers pour le moment et encore pendant quelques années, le temps que la transition se fasse et avec la nouvelle génération et que les gens disent les makers, en fait, c'est une marque à proprement parler. Si j'avais été amené à racheter le projet, rien que la base mail, après moi j'ai pas mal de produits, la monétisation c'est mon truc, je sais que je l'aurais rentabilisé. En combien de temps, je sais pas, mais le projet, je vois pas mal de projets passer sur des places de marché type Dot Market ou autre. Il y en a, c'est casse-gueule, mais un projet comme les makers, c'est sérieux et ça se Mm. rentabilise avec des gars comme toi ou comme moi qui sont dans le milieu et cet environnement depuis des années. On sait que voilà, on sait quoi faire. C'est plus ou moins tout tracé. Il y a peut-être même d'autres choses qu'on pourra surmonétiser par la suite. La chaîne YouTube, la base mail, etc. Tu as ton produit, tu as de l'equity dans d'autres projets, un peu d'affiliation à étiquette, ça se fait facilement. C'est du temps, certes, mais ça se fait. Et franchement, super opportunité que tu as eu de reprendre les makers. Ouais, ouais, et ça fait partie aussi du fait de faire monter la boule de neige, quoi. On parlait aussi dans notre vidéo des intérêts composés. Bah, effectivement, là, ça rajoute quelque chose qui vient ramener, paf, du revenu à la boîte et qui vient valoriser l'ensemble, en fait. Parce que bon, c'est pas ma volonté aujourd'hui, mais si dans 10 ans, j'ai envie de revendre référent de SEO, bah, si c'est juste une formation avec ma tête, ça sera plus compliqué. Si il y a d'autres pans qui viennent structurer ça, ça sera beaucoup mieux. Et en même temps, ça te crée des effets de levier pour les projets futurs, quoi. Et les makers, c'est aussi ça. Moi, dans mon dans ma vie d'entrepreneur, j'ai envie aussi de nouveautés, j'ai plus envie de faire que de la formation. C'est pour ça qu'il y a Morgane qui fait beaucoup aussi et qui est formatrice elle-même. Et j'ai envie de trouver mon prochain projet. Et les makers m'ouvrent aussi la voie vers plein de thématiques, vers plein de rencontres et vers plein d'autres opportunités. Je sais pas encore celle que je voudrais développer, mais du coup, elle va venir à moi de cette façon-là, j'en suis assez sûr. Parce que c'est super large, c'est de l'entrepreneuriat, c'est des gens motivés. Et je crois que les associations entre personnes, si on arrive à bien mixer les compétences, ça peut faire des belles choses. Clairement. Moi, pour moi, l'enjeu, et c'était déjà le cas ces dernières années, maintenant on le voit encore plus, c'est que pendant les 10 prochaines années, l'enjeu, c'est la distribution. Tu vois, il y a plein de milliardaires qui rachètent des médias parce qu'ils sont influents, parce qu'ils peuvent distribuer leurs pensées. Nous, c'est pareil. On va créer des chaînes YouTube, on va en racheter, on va créer des sites, on va en racheter. Et demain, on sait que n'importe quel projet que tu sors, qui est bon, techniquement, où l'idée est bonne, où la monétisation est bonne, ça peut que fonctionner. Si tu as des milliers de personnes à ta disposition, à qui tu peux proposer le produit, certains vont acheter, certains ne vont pas consommer. Mais quand tu as déjà cet avantage-là, tu peux tout vendre, que ce soit un SaaS, une formation, du coaching, du service, de l'accompagnement à étiquette, tu peux tout vendre en fait. Et beaucoup de personnes se focalisent sur le produit et oublient que 50% restant, c'est la distribution, c'est à qui tu vas vendre. Et si tu les as à ta disposition avec des bases mail, des gens à qui tu as déjà proposé des produits, ça s'est bien passé, donc ils vont réitérer leur consommation sur de nouveaux produits. Voilà, en fait, c'est pas très compliqué quand tu fais ça depuis quelques années comme toi. Et pour moi, c'est un très très bon move stratégique de ta part, clairement. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que c'est censé être intéressant. Et effectivement, les risques après sont compensés par tout ça. En fait, c'est pas tant est-ce que ça va être rentable, c'est sur combien de temps, c'est à quel type de projet, c'est plus ça les questions derrière. Et du coup, il y a aussi une dynamique financière de est-ce que c'est le projet sur lequel je veux mettre mon argent, tu vois?
Parce que, en fait, des projets, il y en a potentiellement plein. Et moi, quand j'ai racheté les makers, j'ai eu deux, trois projets en même temps, deux, trois opportunités. Bah, il a fallu que je choisisse. Il y en a une sur les trois que j'ai pas pu faire. Parce que bah, les cash, c'est pas illimité non plus. Donc, faut pouvoir choisir les choses et te dire bah, quel est le move le plus stratégique que tu peux faire. Et comme tu dis, avec les makers, ça ouvre plein de possibilités. Et s'il y a des bons produits derrière qui ont validé leur marché, bah, ça donne une audience à qui ils le mettent en avant. Donc, ouais, c'est top. Ça, c'est bien que tu le précises, hein. Dire oui à un projet, c'est dire non à d'autres projets. Et se lancer sur les Mm. makers, c'est pas pour se dire bah, dans 3 semaines, tout est délégué, tout est automatisé. Ça, c'est des mythes. Non, un projet, Ouais, ouais, surtout complètement. du reprenariat, il y a trop ce mythe-là où non, faut être derrière. Et en plus, si tu as d'autres projets à côté, moi, c'est à chaque fois, c'est ce qui m'est arrivé ces dernières années. Là, depuis 1 ou 2 ans, j'arrive à avoir une vision différente, mais à chaque fois, je lançais des projets. Et quand le projet numéro 2 fonctionnait mieux, le projet numéro 1 fonctionnait moins bien. Donc, il n'y a pas ce truc-là où élever plusieurs projets à la fois qui vont en plus être croissants en termes de revenus, c'est très compliqué. Donc, ouais, il faut faire des Mm. choix et c'est sûr que oui, les makers, c'est un bon projet. Après, peut-être qu'il y avait même beaucoup mieux à faire. Effectivement, il y a le coût d'opportunité. Tu as pris les makers, mais on voit pas ce qu'il y a à côté forcément aussi. Ouais, ouais. Mais du coup, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Et pour développer, ben, moi, j'ai fait l'erreur aussi plein de fois, hein. Un projet qui marche bien, et puis un autre, mais le, celui d'avant, bah, finalement, tu mets plus la bonne énergie ou quoi. Pourtant, tu as l'impression de faire les bons trucs, tu vois. Puis il s'écroule petit à petit. Puis tu fais ça une fois, deux fois, trois fois. Enfin, je sais pas combien de fois j'ai fait ça, mais au moins 10 fois. Là, j'ai envie. Et moi, ma réponse, est-ce que c'est la bonne? J'en sais rien, l'avenir nous le dira. Mais c'est vraiment de structurer et de passer l'opérationnel à quelqu'un et de garder la vision stratégique qui fait que je peux en faire plusieurs. Alors, je peux pas en faire 50 non plus des projets, mais en ayant la bonne personne qui sait gérer et moi être uniquement présent sur les cas de surchauffe stratégique où il faut vraiment prendre des grosses décisions, c'est ce qui, je pense, va rouler. Et c'est ce qui roule pour l'instant. Donc si ça tient, en fait, moi, c'est mon idée, c'est de continuer de développer d'autres projets, mais toujours de m'associer avec une personne sur l'opérationnel, une personne compétente, pas forcément la meilleure du monde surtout, tu vois, mais une personne qui est compétente, qui a envie de faire le projet, l'adéquation compétences, mindset, et alignement en fait entre nous. Euh, et c'est vraiment mon envie quoi, de faire un studio d'acquisition comme ça, de plusieurs trucs, de racheter deux, trois boîtes par an, mais à chaque fois avec la personne de confiance avec qui je kiffe bosser. Quoi. Pas juste la performance, faut qu'il y ait de la performance quand la boîte s'arrête, mais j'ai souvent vu l'angle performance en premier, en mode si je fais ça, ça va rapporter ça, etc. Et sans penser en amont. Et maintenant, je pense plus, est-ce que c'est un projet qui me plaît et que je vais aimer faire et aimer continuer longtemps et avec une personne qui me plaît et avec qui je sais travailler et même quand ça se passe mal. Et c'est ça qui dure en fait. Parce que quand tout va bien, c'est facile pour tout le monde. Mais quand ça va mal, est-ce que la personne est toujours là à donner le meilleur d'elle-même et à remonter le truc? Ça marche pas forcément à chaque fois, mais c'est ça qui fait qu'en tout cas, tu crées des bonnes choses, d'après moi. Et donc, c'est ma recherche pour le futur. Je pense que ça va être vraiment autour de ça, de créer d'autres projets avec d'autres personnes. Ouais, je te rejoins complètement. Grosse erreur aussi de ma part, hein. C'est ouf parce qu'on est aligné en termes de vision, en termes de nos projets. Et je pense que je suis content, j'ai passé ce cap-là ces dernières années. Je sais pas si c'était il y a 1 an, 2 ans ou autre. Mais maintenant, dès que je lance un projet, c'est pas le projet en lui-même qui va être intéressant. Et je sais que si je suis derrière, il va péter. Enfin, ça va faire au moins quelques dizaines de milliers d'euros. Ça va faire par mois, par an, n'importe, mais ça va fonctionner comme je l'espère. Après, peut-être que voilà, je serai pas forcément non plus au Panthéon, mais ça va fonctionner. Maintenant, ma vision, c'est quand je reprends un projet, je pense déjà avant tout à qui va gérer ce projet-là. Voilà, quelqu'un avec qui je travaille depuis des années. Est-ce que je peux le mettre en tant que responsable de ce projet? Lui donner 20-25% d'equity et 1000 et 2000 et plus 1000 ou 2000 de fixe. Et voilà, c'est son projet. Je l'accompagne, je le mentor. Mais en gros, on peut voir que le succès d'une entreprise ou d'un projet, pour moi, si tu es là, si tu es encore derrière, c'est pas un vrai succès. À part si c'est vraiment ton seul projet que tu as envie de tout péter en mode startup. Mais si demain, tu as un projet qui fonctionne, mais ça nécessite que tu sois là à 23 h ou à midi ou n'importe, et qu'en fait, ça peut pas avancer sans toi, bah, en fait, c'est pas forcément la bonne définition de réussite d'un projet. Alors qu'un projet qui rapporte un peu moins, mais qui tourne sans toi, typiquement, c'est ce que je fais. Mes formations, mon branding, je ne gère plus rien aujourd'hui. Je peux aller en vacances pendant 6 mois, je ne gère plus rien. Oui, certes, peut-être je ferai 30% de moins de chiffre d'affaires. Mais c'est pas grave. Je ferai quand même Ouais. 70% et je n'aurai pas travaillé dessus. Voilà, parce que je suis accompagné par des équipes. Ma partie édition de site, je travaille avec des rédacteurs qui prennent des parts. Je travaille avec des assistants qui prennent de l'equity également. Voilà, même des plus petits assistants qui prennent des petits bonus de quelques centaines d'euros par mois. Mais ça tourne. Donc je peux gagner moins. Et au final, en fait, sur le long terme, je gagne beaucoup plus parce que j'économise ma santé, j'ai plus de temps, plus de projets à développer à côté pour remettre des gens dessus. Et c'est exactement, enfin, très comparable à ta vision que tu as citée tout à l'heure. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ça, c'est quoi la définition de la réussite? Et donc pour toi, enfin, au début, c'est financier, mais après, une fois que tu as atteint un certain stade où tu te dis, bah ouais, ça serait cool de gagner plus, mais en même temps, est-ce que j'en ai besoin?
bah, la réponse, elle devient non au bout d'un moment et tu le fais juste enfin pas juste, mais surtout par envie. Et tu veux garder ta liberté du coup, et donc tu t'épaules. Mais les gens, c'est aussi du stress, donc il faut s'épauler des bonnes personnes, donc il faut choisir les bonnes personnes pour pas avoir trop d'humains à gérer non plus. Tu vois, moi, c'était un peu, enfin, pas l'erreur, mais la boîte de salarié, bah, la mentalité de salarié par rapport à la mentalité de freelance avec qui j'avais l'habitude de Ah, travailler, c'est pas c'était un pareil. monde que j'ai découvert. Ah, c'est pas pareil. Alors, il y a des trucs qui sont bien, mais il y a des trucs qui sont plus challengeants, quoi, on va pas se le cacher. Donc, enfin, ça compte, ouais. Et ouais, complètement aligné avec ce que tu viens de dire, ouais, je suis dans la même vision que toi. Ouais. Super. En tout cas, ça nous donne pas mal d'infos. Vraiment, on arrive à se mettre dans ta tête comment tu as jugé le projet, comment tu l'as analysé. Euh, Comment ça s'est passé au niveau du prix? Alors moi, je suis pas du tout spécialisé sur le sujet, mais je sais qu'il y en a qui opèrent en achat direct, quand ils ont la trésorerie, les fonds, qui opèrent avec des earn-out, donc peut-être avec des sortes d'échelonnements où tu peux donner un bonus à l'ancien propriétaire si tout se passe bien, s'il reste sur le projet ou autre. Je ne veux pas dire de conneries. Globalement, comment tu as procédé? Ouais, alors très bonne question parce que c'est super important de le faire pour ben, la trésorerie de ta boîte, pour est-ce que tu fais financer ou pas. Enfin voilà, c'est super important. Et entre ce que j'avais en tête au début et ce qui s'est passé, c'était complètement différent. Donc faut être capable d'évoluer aussi, tu vois, parce que si tu restes buté sur un truc, et ça c'est valable et pour le vendeur et pour l'acheteur, parce que le vendeur lui, il le met à un prix, il veut le vendre à ce prix, tu vois, dans sa tête. Quand il le met sur le site à ce prix-là, il se dit je vais empocher ça. Donc après ça devient un truc émotionnel de si on me propose moins, ça m'intéresse pas. Donc faut que les deux soient capables de faire un pas vers l'autre. Donc ça, c'est déjà super important. Donc, il faut voir à quel prix tu veux l'acheter. Tu vois, moi, le premier prix qui a été proposé, j'ai hésité et j'ai fini par dire que ça ne m'intéressait pas à ce prix. Donc, j'ai d'abord refusé. Et après, je voulais pas négocier. Tu vois, je voulais pas négocier d'entrée. Je trouve que c'est pas bien si tu commences juste par négocier parce qu'il y a que l'aspect tarif qui devient le cœur du sujet. Et en fait, c'est juste que à ce prix, ça ne m'intéressait pas par rapport à l'énergie que je voulais y mettre et aux autres projets. Donc, ok, en fait, bah, je passe et je passe à un autre projet. Sauf que bah, mon profil était pas mal pour Florian aussi, et par rapport aux autres acheteurs, enfin lui aussi, il a eu, je sais pas ce qu'il a eu comme offre ou quoi, mais au bout d'un moment, il a quand même voulu qu'on avance ensemble. Donc on a réfléchi davantage à comment on pouvait aligner nos intérêts en fait. Et donc moi au début, je voulais un earn-out parce que bah, il y avait une chute de référencement et que je voulais un petit peu me garantir, me protéger par rapport à ça. Donc en disant, bah, effectivement, il y a une somme qui est payée la première année, et puis après il y aura une somme au bout d'un an, au bout de 2 ans. Donc ça, ok. Sauf que pour Florian, par exemple, c'était pas un bon move parce que niveau son entreprise, enfin, il y a plein de choses où c'était vraiment pas intéressant pour lui Il, et il ça peut compliquait avoir, la vie. il peut avoir besoin d'argent maintenant, et si je te donne un exemple, effectivement, et pas se projeter dans 2 ans parce qu'il doit avoir de l'argent et réinvestir dans notre projet, ça peut être un exemple. Ouais. Puis en tant que vendeur, c'est super dur de se dire j'ai une commission, enfin, une part de ma vente qui va être en fonction de ce que le repreneur en fait. Si le repreneur fait de la merde, c'est son problème aussi, tu vois. Enfin, à qui est la responsabilité? C'est ultra dur d'en juger. Mais lui, il avait des raisons encore plus pratico-pratiques. C'est que c'était le dernier actif de sa boîte en France qui veut fermer. Bah, il peut pas fermer sa boîte tant que voilà, l'earn-out n'est pas livré. Donc ça lui faisait garder une structure, des coûts pour rien. Enfin, t'essayes de comprendre, tu vois, tu rentres dans ce niveau de détail avec l'autre personne pour dire pourquoi c'est important pour toi. Parce que tu négocies pas juste en disant bah, fais-moi X% sur le prix. Ah non, en fait, c'est pourquoi. Moi, je juge que ce truc, ça me porte un peu préjudice, donc je verrais plutôt ce prix-là qui serait à mon sens plus juste. Et donc, en fait, c'est un jeu comme ça de discussion. Et le financement en est également un. Moi, à la base, je voulais faire un financement bancaire parce que ben, ça donne plus d'effet de levier en investissement. C'est ce qu'on t'apprend, quoi. Enfin, plus tu fais appel à l'argent de la banque pour faire tes projets, plus c'est intéressant parce que ton retour sur investissement, ton taux de rendement interne est beaucoup plus important. Et là, en fait, il y avait une notion de si je voulais un prix plus intéressant, je sais que, enfin, je l'ai compris, hein, on me l'a pas dit, mais j'ai compris que en ne proposant pas de financement et en payant cash, je pouvais faire baisser le prix, en quelque sorte. On va essayer de faire simple. Si je paye tout de suite, je peux acheter moins cher et avec plus de certitude. Et du coup, en plus, j'ai le business plus vite, donc je peux implémenter et avoir les revenus plus vite. Ça, c'est Donc, pardon, je te coupe, c'est quand tu identifies que la personne en face est dans l'urgence. ouais. Mais du coup, est-ce que toi, tu es prêt à faire ça ou pas, tu vois? Et généralement, ça, c'est des décisions, j'ai dû la prendre au téléphone avec, enfin, en 15 minutes, tu vois. Donc, tu as dû réfléchir à ton projet avant, donc tu dois bien connaître l'état de tes finances, ce que tu es capable de faire ou pas. Et donc, ben, voilà, c'est toi qui te dis est-ce que c'est un bon move stratégique de faire ça ou pas. Donc, moi, j'ai dit oui, parce que je sais que sinon, j'allais payer, enfin, même remettre en cause peut-être l'achat du projet,
parce que du coup, il allait falloir, enfin, ça allait devenir trop compliqué, quoi. S'il y avait un crédit, qu'il fallait attendre X temps. En plus, c'est un rachat de fonds de commerce. Les banques, t'as aucune certitude qu'elles financent les fonds de commerce. Donc, il y a trop d'inconnus, en fait, qui fait que le vendeur pourra vouloir se retirer ou alors demander plus cher pour être assuré sur le fait que ça vaut le coup si on attend 2, 3 mois avec toutes les péripéties au milieu, tu vois. Donc, il y a plein de choses imbriquées. Et du coup, on a fait, voilà, en financement, enfin sans financement. Après, ce qui m'empêche pas, moi, de faire un financement derrière, etc. Enfin, c'est des choses que je suis en train de voir, mais qui sont pas encore faites. Mais ça, c'est mon risque à moi, c'est ma tambouille derrière. Ouais. Tu aurais pu faire intervenir même peut-être des élèves de ta formation, des partenaires, essayer de faire un financement commun. Est-ce que selon toi, ça peut être pertinent? Je te dis ça parce que moi, enfin, je sais que si tu veux voir à grosse échelle, faut mutualiser. Il y a plein de gens qui sont prêts à mettre des Ouais. billets sur moi, sur les projets que je vais lancer, etc. Il y en a qui demandent, mais pour l'instant, j'ai jamais forcément eu de financement à part un petit projet qu'on avait lancé en interne. Mais je sais que ça pourrait être intéressant. Est-ce que toi, tu y as déjà pensé, sachant que tu as une communauté et quand tu as des gens qui te font confiance, il y en a qui sont prêts à mettre des sommes très importantes. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'y ai pas pensé parce que là, ça se présentait pas en fait. Je pouvais, enfin, j'avais les sous, donc en fait, quand tu les as, t'essayes de pas diluer ta participation, tu vois. Donc en fait, la question s'est pas présentée. Maintenant, ça pourrait se présenter. J'ai été sur la réflexion de 2, 3 projets avec des élèves que je peux potentiellement accompagner dans de la reprise d'entreprise aussi, et pour lesquels on était sur, bah, notamment, je pense à un projet où il n'y avait pas les fonds. Bah, c'est typiquement ce qu'on aurait fait, de chercher des solutions un peu alternatives comme ça. Est-ce que ça aurait été auprès de mes élèves, de quelle audience, je sais pas, tu vois. Mais ouais, on aurait ouvert certainement à du financement participatif. D'accord. Ouais, super intéressant. Souvent, tu commences par la banque. Est-ce que la banque te prête? Parce que c'est le plus simple, tu vois. Et puis, il y a des garanties, etc. Euh, Si t'es pas finançable ou que la banque te suit pas, tu as ce qu'on appelle la love money, où tu vas demander à tes familles, enfin, tu essayes de récupérer de l'argent gratuit, entre guillemets. Et après, si ça marche pas, tu vas essayer de faire ce financement participatif, mais qui est quand même plus compliqué à mettre en place. Parce que derrière, est-ce qu'ils sont actionnaires? Ils ont des parts? Il y a des contrats à mettre en place. Enfin, c'est un peu plus lourd à gérer, je trouve. J'ai jamais mis en place ces choses-là aujourd'hui. Je me rends pas compte réellement de la difficulté. Après, tu as des avocats qui t'accompagnent là-dessus. Enfin, donc ça se fait. Mais c'est vrai que je suis pas encore allé sur ce terrain. Ouais, de toute façon, toi, je comprends, c'est ton business principal, le SEO, le web, la rédaction, Ouais. donc une partie de visibilité, une partie de formation et aussi peut-être une partie de service. Donc aucun intérêt de se faire diluer sur son projet principal. C'est pas un side project, c'est pas un. Donc non, non, je comprends. Mais après, enfin, tu vois, si le truc avait été 10 fois plus cher et que j'avais pas eu les moyens, j'aurais préféré. Parce que si c'est 10 fois plus cher, c'est que ça gagne 10 fois plus. Donc ça te permet d'accélérer. Donc à ce moment-là, diluer parce que tu accélères et que tout le monde gagne plus au milieu, moi ça me va très bien, tu vois. C'est pas un problème. Mais vu que là, ouais, au final, tu as pris la décision assez rapidement quand il t'a proposé, enfin de ce que je comprends, quand il t'a proposé de, ok, tel propal, si on règle ça ce mois-ci, quoi. Sinon, ça coûtera plus Ouais, bah, cher. en fait, il y a eu vraiment, je dirais peut-être 2 mois où on essayait de comprendre un peu le projet, comment c'était intéressant, de lui voir aussi les offres qu'il avait, de prendre un peu le temps de le mûrir, et où il n'y a pas eu trop d'échanges. Et après, il y a eu un mois plus d'échanges où on décide qu'on bosse ensemble, on met les choses en place, et après, ça allait très vite, quoi. En un mois, c'était vendu, finalisé. Donc là, ouais, je crois qu'on a commencé à y réfléchir en courant avril, ouais, peut-être fin avril, et le rachat, il s'est fait le 1er juillet. Donc tu vois, ça a été rapide, hein, 2 mois, 2 mois et demi. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Et ouais, c'est l'intérêt aussi d'investir dans le digital. Si t'es un fonds de commerce, un truc, des dettes ou je ne sais, un business physique, ça peut être un peu plus casse-gueule. En plus, avec principalement des freelances. Il n'y avait pas de CDI, ni CDD, ni contrat. Ah non. Ça c'est top. Du coup, c'est quand même, enfin, si jamais il y a une baisse de revenus ou quoi, il y a des moyens. Alors, le but, c'est pas ça, hein, bien sûr, c'est au contraire d'étoffer les choses, etc. Mais ça donne quand même une légèreté d'esprit, te dire, il y a des choses que tu peux faire. Avant-dernière question, quels sont les risques que tu as identifiés en rachetant les makers? Parce qu'il y a plus de pour que de contre, sinon tu n'aurais pas racheté. Mais quels sont un petit Ouais. peu les contres que tu as identifiés? Tu dis, bon, on va faire avec, ou potentiellement on va convertir ce problème en avantage. Alors, le risque principal, en fait, du point de vue des makers, il y en avait un seul, c'était la chute de SEO, qui était le point principal, mais quand même pas un petit point. Euh, Franchement, il y avait que celui-là, en vrai risque. Après, l'autre chose qui a beaucoup pesé dans la balance, c'est moi, à quel point je suis prêt à mettre de l'énergie là-dedans. Parce que je veux pas juste racheter le truc, le filer à quelqu'un en interne et qui se débrouille avec, tu vois. Enfin, ça marche pas. Donc, ça veut dire, est-ce que moi, je suis prêt à y mettre 6 mois où je suis à 80% dessus? Et en fait, ça a été un sujet parce que c'est arrivé à un moment où je te disais, il y a eu plein d'autres opportunités en même temps et il faut choisir là où tu mets ton énergie. Et aussi un moment où j'en ai un peu ras-le-bol de la formation en ligne, de tout cet univers-là, parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de bullshit.
Et je me dis à quel point j'ai envie d'être encore plus dans ce côté-là ou pas. Et en fait, bah, c'est quand même dans mon identité, le business en ligne, j'adore ça. Donc, je me dis non, non, j'ai envie d'y aller. Et c'est pour ça qu'il fallait que le prix d'achat soit cohérent aussi par rapport à l'énergie que j'étais prêt à y mettre. Et je pense que ça va m'ouvrir d'autres portes. Je pense que c'est un projet intéressant pour ouvrir la suite. Euh, Honnêtement, j'aurais préféré qu'il soit plus gros encore, ce business-là, tu vois, pour qu'il vaille plus le coup. Parce que t'as pas envie de racheter. Alors, ça fait des revenus qui sont très intéressants. Mais j'ai déjà des revenus très intéressants sur d'autres entreprises. Donc maintenant, en fait, il faut que les projets soient de plus en plus gros pour que ça m'intéresse. Acheter un projet qui fait 2 000 euros par mois, je m'en fiche. Enfin, tu vois. Alors que, exactement. Non. Donc, c'est vraiment, je pense, le point principal de la réflexion, c'était vraiment ça. C'est moi, en tant que personne, est-ce que j'ai envie de passer du temps sur ce projet-là ou est-ce que ça va pas me saouler au bout de 2 semaines, quoi. Ah, de mémoire, les makers, je sais pas si je pense, ouais, peut-être formation plus affiliation. Après, à la fin, Florian, qui est un ami, ne poussait plus trop sa formation. Voilà, je pense qu'il voulait passer à autre chose, tout simplement. Il a raison de changer de marché, tester de nouvelles trucs, reprendre un petit peu cette flamme-là, mais plutôt dans le marché anglophone. Et je crois qu'il faisait une moyenne de 10K, si je dis pas de conneries. C'était 10K mensuel, un truc. On est dans cet ordre d'idée, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même pas négligeable, Non, c'est clair. c'est à prendre, c'est sûr. Mais pour moi, ça peut tellement être beaucoup plus développé. Mais comme on disait, ça peut être beaucoup plus développé, mais ça se trouve, il y a d'autres projets qui valent encore plus le coup. Donc on voit ce truc-là. Ouais. Bah oui, je peux le passer de 10K à 20K. En plus, j'ai mes produits. En plus, j'ai des affiliations plus rémunératrices. Mais d'un autre côté, bah effectivement, on pourrait même faire l'acquisition d'un projet qui fait déjà le double, comme tu dis. Donc moi, c'est vrai que je vois beaucoup l'avantage. Mais des fois, sur le côté, t'as un truc 10 fois mieux et en fait que t'as pas poussé la réflexion. C'est ça, imagine, tu as le même projet qui sort 2 mois après et en fait qui a tout et il fait 30K par mois. Putain, et tu te dis, tu peux pas y aller. Et en fait, je l'ai vu ça sur des projets auxquels j'ai réfléchi et que j'ai dit non. Jusqu'à ce que je dise oui aux makers. Et je me dis, putain, heureusement que j'ai dit non à ceux d'avant, parce que sinon, les makers, je pouvais pas y aller, quoi. Ou alors, fallait se poser des questions de financement participatif, etc. C'était plus compliqué. Mais ça n'empêche pas que le but, c'est quand même le développer, qu'il y a des freelances en interne qui ont envie de développer aussi. Tu vois, typiquement, notamment la chaîne YouTube, c'est un gros projet qu'on va développer parce que moi, j'y crois beaucoup. Je veux que ça devienne une communauté. On va sûrement faire une rencontre physique en fin d'année. Enfin, tu vois, on va faire des trucs intéressants. Je veux que ce soit pas juste un business basé sur l'affiliation en provenance du SEO. Je veux que ce soit un vrai business, une vraie communauté, un vrai média. Donc, ouais, ouais. Bien sûr, de toute façon, pour moi, la chaîne YouTube remplacera à terme pas le site, Mm. mais le canal SEO du site. Donc, enfin, après, c'est une vision. Les deux sont complémentaires. Les deux peuvent durer des années, évidemment. Ouais, c'est ça. Mais YouTube, on est tellement en début de cycle et les gens ne sont pas conscients de tout ce qui va se passer sur YouTube et tout ce qui se passe déjà en termes d'argent Mm. généré, en termes de possibilités, même quand on part de zéro. Parce que YouTube a la possibilité de mettre en avant, beaucoup plus qu'avant, en tout cas, de nouvelles chaînes. Donc, demain, tu fais une bonne vidéo, ta chaîne déjà peut se faire connaître de tout ton écosystème. Bah, il faut de bonnes vidéos, par contre. Mais non, le business, pour connaître bien la niche, je me répète, on en parlait tout à l'heure, mais le business, il est très bien, il est diversifié. C'est rare qu'il y ait une chaîne YouTube, c'est rare qu'il y ait une aussi grosse base mail où Flo, je sais, il a fait beaucoup d'ads. Il y a une campagne InPi, c'est pas une campagne InPi. Ah oui, 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 de statistiques, Ouais, de IFOP. IFOP, pardon, de backlink, ça coûte assez cher. Donc ouais, pas mal de, enfin, beaucoup de trucs intéressants. Il y a eu du travail, quoi. Ouais, c'est de l'investissement comme dans un vrai business, quoi. Pas sur un petit site qu'on gère sur le côté au milieu de 50 autres, quoi, C'est tu vois. c'est pas un Ça se voit. annuaire casse-gueule avec ChatGPT. Et tu vois, c'est une question que je me suis posée aussi. Enfin, la base, c'est quand même la formation en ligne, hein, les classements de formation en ligne, ce site. Et je me suis posé une question de fond aussi. C'est est-ce que les formations en ligne, c'est quelque chose de bien ou est-ce que ça va s'essouffler? Parce qu'il y a quand même eu un pic après Covid, avec le CPF, etc., où il y a eu des budgets indécents, où maintenant ça se normalise un peu plus, donc ça devient plus concurrentiel, plus compliqué. Et moi, je le vois aussi dans Référent SEO. Hein. Je faisais plus de chiffres il y a 2-3 ans qu'aujourd'hui, en le faisant plus facilement. Donc je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui va s'essouffler? C'était juste une tendance. Et alors, c'est un parti pris, j'en sais rien, mais c'est ce qui m'a fait acheter aussi, c'est que pour moi, non, parce que ça reste de l'éducation. Est-ce qu'il y a des gens qui voudront encore créer des business en ligne dans 10 ans? Bah oui, clairement. Tu vois, j'ai pas de doute là-dessus. Donc pour moi, c'était aussi quelque chose d'intéressant et je pense qu'on est plus au début de tout ça. Nous, on était en train de faire une démarche pour devenir Calliope, donc là on est CPF, hein, on est sur la fin des démarches. Normalement, là d'ici une semaine, ça sera tout bon. Donc tu vois, ça donne d'autres opportunités aussi sur des formations SEO, comme Florian a arrêté la sienne, d'en mettre une à la place, de la formation de rédaction web. Enfin, plein de choses à développer en partenariat avec d'autres formateurs aussi peut-être. Bah, le truc est immense, si on veut bien faire. Et je veux vraiment, tu vois, il y a des, il y a plein de médias en ligne qui s'en sortent bien sur des comparateurs. Et il y a une charte édito sur la sélection de pourquoi tu as mis telle personne à tel classement. Je veux pas que ce soit juste basé sur celui qui paye plus, il est premier. On va pas se le cacher, en affiliation, c'est quand même beaucoup le cas. Et c'est normal de commencer par ça.
Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut se poser des questions de communauté, pas juste des questions d'affiliation. Et que l'affiliation soit une conséquence, pas la recherche à tout prix, quoi. Ouais. Bah, je te donne l'exemple de Live Mentor. Leurs formations sont très bonnes, mais ils sont mis en avant un petit peu partout parce que je pense que leur programme d'affiliation offre la meilleure rémunération slash le meilleur taux de conversion. Donc, c'est très smart de leur part. Mais c'est vrai que bon, quand tu cherches des comparatifs, etc., ils sont très souvent mis en avant. Et c'est un aparté. Et je te rejoins d'ailleurs sur la partie vision. Au début de ton propos, c'était hyper pertinent. Je voulais rebondir dessus. Je sais plus c'était quoi. Ça va me revenir. Mais oui, en tout cas, oui. Le business, pour moi, c'est un bon business. En plus, tu peux diversifier autant en termes de rémunération, tes produits, différentes affiliations, le faire évoluer. Et Ouais, oui, c'était ça que je voulais dire, pardon. Pour moi, la formation en ligne, on en est qu'au début encore de la trend. Comme tu as dit, l'éducation, c'est qu'au début, là où les US sont très développés et la France a toujours 5 ans de retard, entre 2 et 5 ans de retard, on en est qu'au début. Le marché est épuré, il y a eu beaucoup de bullshitters, ils sont restés un an, ils viennent, ils arrivent, ils vendent leurs trucs, ils dégagent. Moi, ça fait 5 6 ans que je suis là, voire plus. Toi également. Moi, alors le truc, c'est que je vends autant qu'il y a quelques années, mais c'est plus d'efforts. Mais je vends ouais. autant. Donc, en fait, en mettant plus de ressources, en innovant sur YouTube ou sur d'autres leviers, tu peux vendre autant, voire plus qu'avant. Donc non, franchement, pour moi, on n'est qu'au début encore. T'as encore beaucoup d'écoles physiques, d'enseignements physiques où les mecs payent 5 10 000 € à l'année. C'est aberrant. C'est aberrant pour Ouais. sortir et t'es même pas spécialisé. Donc non, pour moi, on en est encore bien au début de la tendance. Ouais, ouais. Et je suis vraiment, enfin, que ce soit les makers ou référents de SEO, on veut vraiment faire les choses pour du long terme. Tu vois, c'est pas juste faire la formation qui va se vendre l'année prochaine. Enfin, on met notre formation de rédaction web SEO, c'est la plus complète de loin, quoi. Enfin, 10 fois plus devant les autres. Enfin, d'un point de vue freelancing, de par les intervenants qu'on prend, de par les résultats qu'on cherche à faire avoir aux clients, on s'investit énormément. C'est pas juste de la vente de formation, tu vois. Nickel, beaucoup d'infos. Dernière petite question avant de clôturer cette vidéo. Très rapidement, on en a pas mal parlé, mais je voulais quand même te la poser. C'est quoi ta stratégie pour rentabiliser et générer du profit avec les makers? Même si tu l'as précisé, tu pourrais bourriner, etc. Mais le but, c'est un projet long terme. C'est pas de faire juste cash machine pendant un an et de passer à autre chose. C'est quoi un petit peu ta vision par rapport à ça en termes de roadmap globalement? Ouais. Alors déjà, le début de la roadmap, c'est juste identifier ce qui se passe. C'est se mettre dedans et là, ça fait 2 mois, tu vois. Donc c'est encore je commence à voir les trucs qui se dessinent, mais ça peut encore changer. Mais en tout cas, on se dirige vraiment vers l'aspect communautaire, quoi. Et ça va passer beaucoup par YouTube et par pas changer, mais réaffiner la ligne éditoriale ou mettre des notes d'autres codes, changer l'architecture du site pour qu'elle soit plus UX. Il y avait des choses très tournées affiliation et performance, normal. Et je veux les tourner plus utilisateur, UX, navigation, communauté. Ça va être vraiment, ouais, je pense que communauté c'est le bon terme. Et donc beaucoup YouTube. Je pense que ça va être le canal principal qu'on va chercher à développer avec le site, bien sûr. Euh, et de faire en sorte que, comme sur n'importe quel site, les gens reviennent, les gens adhèrent, les gens aiment son fait, les gens nous recommandent. Tu vois, quand je parle autour de moi des makers, les gens connaissent le podcast. Donc, il y a déjà un petit peu cette image-là et je veux vraiment la renforcer. Totalement. Non, Donc, ouais, YouTube, c'est notre sujet principal aujourd'hui et tout ce qui est rédac. Super, bah ça donne pas mal de pistes. Et moi, je suis même persuadé que dans quelques années, une communauté, donc une communauté, ça peut être juste un Discord, ça peut être juste une chaîne YouTube ou n'importe, une communauté se vendra beaucoup plus cher qu'un site internet. Donc demain, une communauté spécialisée en rédaction SEO, rédaction web, SEMrush peut te racheter, Ouais. Ahref peut te racheter. Parce que si tu rachètes la communauté, tu as un impact direct sur la majorité des professionnels. Donc demain, tu as un Discord avec 30 000 rédacteurs SEO slash web slash copywriter, une communauté qui est connue, qui est la numéro 1 en France sur son sujet. Tu peux être acheté une grosse somme. On parle de 7 chiffres, on parle de... Voilà. Après, il y a des communautés crypto, c'est encore plus conséquent. Des communautés IA également. Mais ça, pour moi, c'est un très bon pari de vouloir fédérer une communauté pendant des années. Ça se revend très très bien. Enfin, ça se revendra très très bien. Et puis en attendant, ça se monétise. Ouais, et en Donc, en attendant, plus, c'est de l'argent à court terme et à long terme. Donc clairement, ah ouais, meilleur business, quoi. ouais, complètement. Super. Merci Mathieu pour toutes les infos. J'ai beaucoup appris, ça m'a donné beaucoup d'idées. Et merci pour la transparence, hein. C'était vraiment top. Bah écoute, avec plaisir. Merci Romain. À très vite. Ciao Mathieu.